L'informatique pourra aider l'Afrique à tellement de niveaux. Le premier des niveaux, déjà, d'abord, c'est la corruption, en fait. C'est pas un secret, je ne dévoile pas un secret ici en disant que les pays d'Afrique subsaharienne font partie des pays au monde les plus corrompus. Et pourquoi est-ce que ces pays sont corrompus? Simplement parce que l'administration n'est pas dans la plupart des cas digitalisée. Et même lorsque l'administration est digitalisée, on ne s'en sert pas. Ça me plaît, ça me passionne, j'ai mis, mais c'est parti. Jusqu'aujourd'hui, je suis certifié de niveau 3. C'est le dernier niveau de certification qu'on peut avoir là-dessus. Le Cameroun aujourd'hui ne forme même pas 2000 ingénieurs par an. Pourtant, le Japon, si mes souvenirs sont bons, en 2022, le Japon était à près de 160 000 ingénieurs formés par an. Tu vois qu'il n'y a même pas le ratio, il n'y a pas match en fait. Souvent, il y a un véritable problème, surtout en Afrique subsaharienne, c'est qu'on n'a pas toujours le matériel adéquat pour la transmission du savoir. Si je fabrique un couteau de cuisine, c'est pas de ma faute si les gens s'en servent pour égorger. Tu vois. Donc, c'est malheureusement le revers de la médaille. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Chaîne dont l'objectif est d'inspirer et outiller les jeunes de la diaspora sur deux thématiques clés. La réussite à l'étranger et le retour en Afrique. Donc, si ce sont là des sujets qui t'intéressent, alors tu t'abonnes. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de cette thématique, on reçoit un nouvel invité sur le plateau. J'ai nommé Yvan Goudiou. Bonjour Yvan. Merci, bonjour Wilfried. Comment tu vas? Je vais bien et j'espère que toi aussi. Très bien, merci. Donc, c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau aujourd'hui pour aborder d'une thématique très intéressante, les technologies d'information et de communication. Donc, pour les ignorants, ceux qui sont intéressés par le domaine, les passionnés, les étudiants, les professionnels même, restez parce que vous êtes au très bon endroit. On est avec un expert du domaine aujourd'hui qui pourra nous abreuver de ses connaissances sur le sujet. Et vous ne devrez pas passer le temps parce que ça sera très intéressant. Donc, avant d'entrer dans le sujet, je propose que notre invité se présente pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Yvan. Ok, merci. Bon, déjà, expert. Ok, merci pour la grande qualification. Oui, bon, moi, je crois que l'essentiel a été quand même dit à l'entame déjà de ta présentation. Moi, je m'appelle Yvan Goudiou. Bon, de manière simpliste, je suis ingénieur logiciel. Voilà, j'officie déjà dans le domaine du logiciel depuis bientôt 9 ans déjà. Et bon, j'ai plusieurs autres cordes qu'on aura potentiellement l'occasion de découvrir au fur et à mesure. Je suis également youtubeur, je suis promoteur d'une chaîne YouTube qui a mon nom, Yvan Goudiou, dans laquelle je partage fréquemment en fait avec les passionnés, les décideurs, certaines astuces, certains tips sur l'ingénierie logicielle. Je suis également aussi promoteur de l'initiative Camer IT, qui se veut être un rassemblement en fait des Camerounais de la diaspora qui exercent dans l'IT. Bon, je préfère m'arrêter là. D'accord. On a déjà une belle bouteille, une casquette assez large. Tu as une carrière d'ingénieur, mais à côté, tu as plusieurs autres activités, notamment sur les médias. Après, une casquette un petit peu formateur et association. Donc, on aura le temps de le découvrir. Comme je l'ai dit, c'est un profil très intéressant. Donc, restez scotché jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'entrer en matière en prêchant un petit peu l'IT, comme il aime si bien le dire. Donc, on va savoir exactement de quoi il s'agit, quelles sont les profondeurs, et même pour ceux qui sont déjà dans le domaine. Est-ce que vous êtes sûr que vous l'exploitez à fond? Ça, on essaiera de le voir avec lui aujourd'hui. Donc, Yvan, est-ce que l'IT, c'est déjà le bon terme? Est-ce que c'est bien dit? Est-ce que ça résume bien tout cet environnement? C'est quoi l'IT aujourd'hui, en 2025? Ok, bon, le terme IT, c'est un anglicisme, c'est une abréviation. Ça veut simplement désigner les technologies de l'information. Bon, technologie de l'information ou information technologie en anglais, c'est principalement ça. Bon, lorsqu'on va parler des technologies de l'information aujourd'hui, quand même, la réalité est qu'on va parler d'un ensemble de disciplines qui parfois vont se situer à la frontière avec d'autres disciplines. On va parler de la cybersécurité, on va parler de l'ingénierie logicielle qui en lui-même, c'est toute une industrie. On va parler aussi de l'intelligence artificielle, par exemple. On va parler bref, du traitement du signal, de tout ce qui aura trait avec le traitement de l'information et la mise à disposition de cette information au grand public. Donc, moi, le terme, voilà. Donc, un choix assez large. Ouais, c'est vraiment assez large. Bon, c'est vrai que, suivant les thématiques, suivant les zones où on se retrouve, par exemple, certains vont parler des notions de système embarqué et autres, mais bon, ils vont voir ça aussi toujours comme une sous-discipline de l'informatique.
Mais pour moi, tout ça, ça va rentrer dans le traitement de l'information. Traitement de Au l'information. final, donc, parler d'IT. D'accord. Donc, dans ce très grand prisme-là, le traitement de l'information, surtout vu de l'extérieur, parce que moi, je ne suis pas du domaine, j'utilise l'informatique au quotidien comme la majorité certainement des spectateurs, mais je ne suis pas du domaine. Donc, pour moi, je le vois un petit peu comme, c'est virtuel, je ne sais pas de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle d'informatique, on voit très vite, comme dans les films, des grandes lignes de code en écran vert, en écran bleu. J'ai bien envie que tu nous précises quels sont les différents corps de métiers qui peuvent exister dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, je vais faire dans l'IT. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ils sont tous dans la même bouteille ou il y a plusieurs spécificités dans ça et qui varient de l'un à l'autre? On a par exemple dans les métiers comme la littérature, tu peux être écrivain, tu peux être avocat, tu peux être plein de choses. Ça se passe comment dans l'IT? Ok, bon, c'est une bonne question. Bon, après, je n'aurais pas la prétention de lister de manière exhaustive toutes les disciplines Les dans principales au l'IT. moins. Ouais, mais voilà, de manière, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IT peut être segmenté en de grands compartiments. Il y aura, par exemple, l'industrie logicielle dont on a parlé tout à l'heure, qui va représenter en lui-même une industrie. Donc, dans l'industrie logicielle, tu vas retrouver des PO. Les PO, c'est une abréviation pour dire Product Owner, responsable produit. Donc, eux, c'est des gens dont font toujours partie intégrante de l'écosystème du logiciel. Mais leur rôle, en fait, c'est de porter la vision du produit. À côté de ça, tu vas rencontrer des responsables infrastructure, mais cette fois, infrastructure au sens IT. Leur rôle, c'est de s'assurer, en fait, que l'application qui est développée, les bouts de code que tu as vu sur la machine, finissent par se retrouver sur un serveur afin d'être accessible au grand public. Tu vas rencontrer aussi, toujours dans l'industrie du logiciel, des développeurs. Les développeurs, bon, ça, tout le monde entend parler au quotidien. Le développeur, c'est lui qui va produire la ligne de code. Tu vas entendre parler aussi de manière triviale d'une notion c'est une notion un peu qui va un peu dans le même sens que les product owners, c'est les PM, les product marketing. En fait, leur rôle, ça sera en fait de vendre le logiciel une fois que ces lignes de code sont achevées. Il faut bien qu'il y ait des utilisateurs qui parfois sont des utilisateurs qui seront payants. Donc, ils auront aussi leur rôle. Ça, c'est pour ne pas, c'est quelque chose que je cite comme ça dans le domaine de l'industrie logicielle pour ne pas être très long. Après aussi, tu auras le domaine de la cybersécurité. Dans ce domaine aussi, tu vas avoir ce sera segmenté, ça sera compartimenté. Il y aura des gens qui seront spécialisés, par exemple, dans les tests d'intrusion. Il y aura les gens, par exemple, qui seront spécialisés, en fait, sur comment se prémunir d'une attaque. Donc, ça sera aussi tout aussi compartimenté, mais tous à la base, c'est des ingénieurs cyber. Après, tu vas aller dans le domaine de la data qui est aussi devenu quasiment toute une industrie. Et dans le domaine de la data, tu vas rencontrer des gens qui vont faire du big data. Donc, c'est très fréquent aujourd'hui. Le big data, c'est simplement le traitement des volumes de données très massifs. Même toi qui fais dans la mécanique, forcément, vous avez un pan où il faut analyser des données. Bon, je prends l'exemple, s'il faut synthétiser un nouveau matériau, par exemple en mécanique. Bon, s'il faut synthétiser un matériau aujourd'hui, vous pouvez vous servir des données collectées sur les matériaux précédents afin, pourquoi pas, de demander une intelligence artificielle de générer carrément sur la base de ces données-là, de générer une nouvelle structure, une nouvelle forme de matériaux, quoi. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que les gens du big data vont faire. Après, tu auras à côté de ça des data scientists. Des data scientists, bah, ils auront pour rôle tout simplement de mettre sur pied des modèles à côté avec, bien sûr, l'ingénierie artificielle proprement dit, quoi, l'IA, ingénieur, qui est aussi un poste devenu très fréquent. Et je vais aussi peut-être parler du cloud. C'est vrai que le cloud, on pourra mettre le cloud dans la catégorie de l'industrie logicielle. Mais s'il faut parler du cloud, je dirais simplement, ce sera des personnes qui auront pour but de faire en sorte que nos applications se retrouvent dans des serveurs. Bon, ça pourra être des serveurs gérés, donc un cloud privé, des serveurs gérés par une entité, comme par exemple Amazon, Google, qui eux, ils ont des serveurs, ils ont de l'espace sur ces serveurs et ils mettent à disposition du public, des développeurs, voilà, de ces serveurs-là, pour qu'ils puissent exécuter rapidement des tâches sans se tracasser tout ce qui va concerner l'infrastructure. Bon, voilà, à côté de ça, tu peux encore parler potentiellement de ceux qui vont travailler dans tout ce qui sera réalité augmentée. Bon, quand on appelle de la réalité augmentée, c'est un truc qui de plus en plus sera dans nos quotidiens les jours à venir. Je crois qu'Amazon, je sais pas si c'est Amazon Prime ou Amazon États-Unis, Amazon comme là en fait, parce que là c'est pour les États-Unis principalement. Ils ont une nouvelle fonctionnalité qu'ils expérimentent qui permet de tester par exemple directement une paire de lunettes avant de l'acheter.
Donc, en gros, si je suis sur Amazon, je suis en train de surfer là, j'ai une paire de lunettes qui me plaît. Grâce à leur fonctionnalité, je peux sélectionner la paire de lunettes. J'ai ma caméra avant, je teste la paire de lunettes sur mon visage. Ça, c'est la réalité augmentée. En fait, en gros, c'est quoi? C'est simplement superposer une image sur une autre pour simuler, en fait, une réalité. Voilà. Donc, en gros, ouais, tout simplement, ils vont prendre la caméra avant va capturer ton visage et on va prendre donc l'image de ces verres-là et superposer au-dessus et peut-être faire basculer ça dans divers angles pour que tu puisses apprécier si ça te plaît, ça ne te plaît pas. Une autre application que j'ai vue des jeunes sur laquelle les jeunes travaillent dernièrement à la faculté de génie industriel, bon, qui est devenue école polytechnique. C'est le but, c'est de faciliter l'apprentissage des sciences en fait. Donc, en gros, si je pointe ma caméra, via l'application, bien sûr, sur un mot comme par exemple le cœur, automatiquement, une image du cœur est superposée. Si je pointe sur un mot comme le poumon, une image du poumon est superposée. Donc, ça facilite comme ça aussi l'apprentissage parce que souvent, il y a un véritable problème, surtout, en Afrique subsaharienne, c'est qu'on n'a pas toujours le matériel adéquat pour la transmission du savoir. Et les applications pareilles viennent un peu quand même essayer de combler ce gap-là. Donc oui, je pourrais m'arrêter sur la réalité augmentée, mais voilà, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de métiers qui se créent autour de l'IT, surtout avec la venue de l'IA. Il y aura, bon peut-être je vais chuter par là, il y aura aussi un métier dont on va entendre parler dans les prochains jours, c'est le prompt engineer. Ça fait un peu rigoler, désolé. Mais oui, ça fait rigoler, c'est pourquoi? Parce que lui, son rôle, c'est quoi? C'est simplement de savoir quel est le bon prompt pour une intelligence artificielle. Donc, parce que souvent, si tu vas sur ChatGPT ou sur une IA en ligne, la qualité de la réponse de l'IA dépend aussi de la qualité de l'information que tu vas fournir en entrée. Et ça s'appelle du prompt. Donc, quand je dis à ChatGPT, par exemple, je veux que tu me dises les meilleurs podcasts en Afrique et tout. Ça, c'est un prompt que je donne. ChatGPT va me donner. Une requête. Voilà, bon, une requête, si tu veux voir ça d'un point de vue déjà avancé, quoi. Bon, c'est une requête que tu envoies au système, mais ça s'appelle du prompting de manière simple, en fait. Donc, je donne l'information, il va me donner un retour. Et de plus en plus, donc, il y a des personnes qui sont spécialisées sur le type de prompt à fournir en entrée à une IA. Donc, c'est un nouveau métier qui va apparaître très bientôt, des prompt engineers. Bon, à côté, il y a ce qu'on appelle les community managers, les spécialistes du marketing digital, qui eux aussi te diront qu'ils sont dans l'IT. Bon, maintenant, est-ce qu'ils sont pas dans l'IT? Ça restera un débat. D'accord. Donc, on voit en général que c'est un secteur qui est, comme tu l'as dit, très compartimenté et dont les compartiments évoluent avec le temps. Et enfin, là, on est à l'ère du développement, tout simplement. Et lorsque tu en parles, on a l'impression même que c'est des technologies qui existent depuis des années. Pourtant, enfin, du regard extérieur qu'on peut avoir, on a l'impression que chaque année, il y a de nouvelles Tout à fait, c'est inventions. de très vieilles technologies. Parce que même l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, ça a été théorisé dans les années 70 avec, Ah oui. oui, Donc, il y a avec, c'était, 50 ans de cela déjà. oui, voilà, carrément quand même, avec ce qu'on appelle le test de Turing, en fait. Alan Turing, c'est un chercheur très connu dans les écoles d'ingénieurs et on parle généralement d'Alan Turing. Il avait fait un fameux test, comme même pour vous les mécaniciens, je pense que vous manipulez cette notion, la notion du ou logique. Donc voilà, les portes logiques et tout. Je pense en automatisme, vous parlez de ce genre de notions et tout. Donc il a fait un fameux test en fait et il a entraîné une simple machine à pouvoir résoudre ce problème de ou logique là. Donc pour deux entrées, quelle peut être la bonne sortie. Bon, c'était pas encore parfait, ces travaux n'étaient pas encore parfaits cette année parce qu'il y avait beaucoup de limitations, notamment on n'avait pas des machines comme ceci. À l'époque là, un disque dur de 5 mégas, ça pouvait être tout à fait carrément 5 mégas. Bon, tu t'imagines, moi, mon téléphone, c'est près de 56 gigas, mais regarde comment c'est, tu vois, il y a quand même eu de grands progrès. Et ces travaux ont été repris plus tard par beaucoup de chercheurs, beaucoup de travaux au fur et à mesure. Bon, après, à partir des années 92, on a eu le boss de l'IA chez Facebook aujourd'hui, Yann LeCun, qui a propulsé ça, ce qu'on appelle le deep learning. Donc, c'est vraiment des vieilles technologies. D'accord. Donc là, on est en milieu de podcast et pour les auditeurs, je précise que ils vont avoir une casquette partage, j'ai envie de dire, très poussée. Donc pour ceux qui voudraient avoir accès à lui pour X ou Y raison, c'est possible. On le verra en fin de vidéo avec notamment des aspects comme l'association Camera IT de Mbeng, dont il est le promoteur, et la conférence Nkutano, dont il nous parlera. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus. Donc
pour poursuivre, dans ce que tu as dit, dans ton énoncé, j'ai vu, tu as laissé transparaître un aspect de formation académique, d'orientation académique. Je veux bien qu'on parle de cela. Donc, quelle est l'orientation académique qu'il faut avoir pour atteindre ces sphères professionnelles-là qui sont les tiennes aujourd'hui et que tu maîtrises, ça, on l'a vu. Mais avant ça, je veux bien que tu nous dises quelles sont les applications. Parce que là, tu nous as parlé des métiers, mais un informaticien, c'est pas forcément celui qui est un geek derrière son ordinateur. Il peut exercer dans la médecine, il peut exercer dans l'automobile, dans l'agriculture, de par ce métier-là, mais il y a plusieurs applications. Donc aujourd'hui, un informaticien, il peut servir à quoi au monde en 2025? Enfin, là, on est encore en 2024, mais on se projette déjà parce que l'année se termine. Ouais, je comprends. Bon, aujourd'hui, l'informatique est partout. Parce que j'aime bien cette citation je pense que c'était comment il s'appelle encore là, Jean-Paul Sartre, je sais plus, bon, des téléspectateurs peut-être vont fouiller, qui disait que les chiffres gouvernent le monde. Et si les chiffres gouvernent le monde, il faut pouvoir traiter ces chiffres-là. Forcément, le digital, dont va avoir une place de cœur pour la gestion du monde moderne d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le code informatique est partout, sur nos téléphones, lorsqu'on va prendre un tramway, lorsqu'on va prendre un café à la machine au café avec des collègues, lorsqu'on va payer avec sa carte bancaire, c'est du code informatique. Donc, il est quasiment vraiment impossible aujourd'hui de se passer de ces suites de 0 et de 1. Parce que bon, c'est vrai, vous voyez du code souvent sur les écrans noirs, mais derrière tout ça, c'est des 0 et de 1. C'est des suites d'instructions binaires, voilà, qui sont traitées simplement par nos processeurs. Donc, pour répondre vraiment simplement à ta question, on ne peut pas se passer de l'informatique aujourd'hui. C'est notre quotidien, ça nous entoure. Et à l'heure aujourd'hui des objets, surtout à l'heure aujourd'hui de ce qu'on appelle des objets connectés, donc c'est fun, n'est-ce pas, quand je suis couché par exemple sur mon lit le soir, j'ai oublié d'éteindre à la cuisine via mon rappel home là juste, ou mon Siri, je lui dis juste Siri, est-ce que tu peux arrêter la lumière à la cuisine? C'est très cool, n'est-ce pas? Ça fait un peu, voilà. Mais est-ce que c'est pas abusé un peu? Hein? C'est pas abusé. Est-ce que l'informatique n'est pas surexploitée aujourd'hui? Bon, est-ce que c'est pas surexploité? Il y a un risque quand même il y a un risque de dérapage. Il y a un risque de dérapage, mais c'est le revers de la médaille de toute la technologie moderne, hein. Il y aura toujours, parce que si on revient, j'aime bien la philosophie, parce que si on revient toujours en philosophie, je crois que c'est Georges Duhamel qui disait que si je fabrique un couteau de cuisine, c'est pas de ma faute si les gens s'en servent pour égorger. Tu vois. Donc, c'est malheureusement le revers de la médaille. Tu as parlé tout à l'heure de l'IA qui est à la mode, qui est très sexy aujourd'hui. Il y a des chercheurs de Google qui, malheureusement, avaient démissionné, des chercheurs de haut niveau, vraiment de la crème en IA. Ils ont démissionné de Google. La raison était toute simple. C'est le partenariat de Google avec la DARPA, le département américain de la défense. Bon, parce qu'ils estimaient que pour des raisons éthiques, l'intelligence artificielle ne devait pas être au service de l'armée. Parce que quand on essaie d'imaginer ce que ça peut faire, bon, il vaut mieux quand même que ce soit encadré, quoi. Donc, bon, il peut y avoir des dérapages, mais c'est un peu ça le revers de la médaille de toutes les technologies modernes. D'accord. D'accord. Et si on essaie de déporter ça dans l'environnement africain, par exemple, là, on va plus parler peut-être d'ampoules connectées. Enfin, on a des besoins un petit peu plus, je vais dire basiques, mais plus importants que ça. On a beaucoup de besoins. Donc, un informaticien à l'Afrique aujourd'hui il pourrait servir à quoi? L'agriculture, le génie civil, il pourrait servir à quoi fondamentalement? Bon, c'est une question toujours complexe, hein. C'est une question toujours complexe à chaque fois qu'elle revient. Pas complexe parce que on peut pas répondre, mais complexe parce que c'est des débats qui inévitablement vont tourner on va se retrouver dans le domaine philosophique, en fait. Pourquoi je dis qu'on va finir par se retrouver dans la philosophie? Parce que le développement d'un État, ce n'est pas juste l'informatique, la mécanique, tu vois. Le développement d'un État, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Il y a, par exemple, la recherche et le développement. Est-ce que les États africains aujourd'hui ont assez compris qu'il faut investir dans la recherche et le développement? Et même si on investit dans la R&D, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on investit? Il y a ça. Il y a aussi le cadre légal. Est-ce que le cadre légal est même favorable à l'innovation? Parce que je dis, ça reste je vais te répondre, mais je pose quand même d'abord les contours, voilà, pour que le spectateur ne dise pas, parce que je sais que les gens qui suivront vont dire, ouais, mais même s'il vient avec ses drones, tu vas venir avec tes drones pour pulvériser, mais si l'État te dit, par exemple, que les drones ne peuvent pas voler, comment tu fais, tu vois, donc il y a quand même un ensemble
Voilà, de prérequis, voilà, merci, c'est le bon mot. Il y a un peu de prérequis quand même qui doivent être adressés avant que l'outil ne nous serve, avant que le service ne nous serve. Une fois donc maintenant que ces prérequis sont adressés, c'est-à-dire on a un cadre légal assez quand même adapté qui favorise l'innovation. On a des institutions financières fortes qui peuvent accompagner ces innovations-là. On a même aussi en fait des politiques publiques qui favorisent une certaine réflexion, c'est-à-dire les gens n'ont pas faim en fait. Bon, à ce moment, une fois que ces contraintes sont réunies, l'informatique pourra aider l'Afrique à tellement de niveaux. Le premier des niveaux, déjà, d'abord, c'est la corruption, en fait. C'est pas un secret, je ne dévoile pas un secret ici en disant que les pays d'Afrique subsaharienne font partie des pays au monde les plus corrompus. Et pourquoi est-ce que ces pays sont corrompus? Simplement parce que l'administration n'est pas dans la plupart des cas digitalisée. Et même lorsque l'administration est digitalisée, on ne s'en sert pas au profit pour des raisons qu'on connaît, tu vois, parce qu'on se dit, écoute, si toi tu vas enrichir ton titre foncier là et que c'est digitalisé et tout, ben, comment est-ce que demain je fais pour avoir le même terrain tu vois, À 10 personnes. il y a tout ça en fait. Donc, parfois même si digitalisé, mais les gens ne s'en servent pas parce qu'ils vont te dire, écoute, moi ça va couper mon gombo quoi. Pour les Camerounais comprennent. Tu vois. C'est un très bon point parce que moi je suis allé sur les besoins. Bon, maintenant l'agriculture, par exemple, mais la corruption, je pense que c'est même le premier. Tu as bien fait de le placer en premier. Paul lui-même a dit, je crois, c'était en 2020, dans son discours, il a demandé de digitaliser l'administration. C'est pourquoi après, à partir de 2021, 2020, toujours après son discours, il y a un certain nombre de projets. Il y a un certain nombre de projets qui avaient pour but effectivement de digitaliser avec le Sénadi et autres et tout. Mais bon, pour en sont ces projets, je ne sais pas grand chose. Mais même le chef de l'État du Cameroun a demandé de digitaliser l'administration. Ça veut dire que lui-même, il est conscient du fait que la digitalisation va contribuer à résoudre un certain nombre de problèmes. Bon, à côté de la corruption, en dehors de la corruption, s'il fallait même dans l'agriculture, il y a beaucoup, les champs d'application de l'informatique, au sens large, du thème, ce n'est plus à démontrer, parce que quand j'ai du sens large, c'est parce que, bon, on va parler de l'informatique, par exemple, à la frontière avec la mécanique électronique pour les drones, par exemple. Donc, on peut servir, par exemple, des drones pour pulvériser des insecticides sur des vastes surfaces, de champs d'ananas ou de champs de cacao, ce qui matériellement ne serait pas possible pour un humain de faire parce que, voilà, il y a des contraintes, il faut se déplacer, machin et tout. Pour un drone, c'est assez simple, en fait. Lui, il est un auteur, il est juste programmé pour faire parcourir toute la superficie pulvérisée. Ça, c'est un des exemples d'applications, en fait, très basiques. On peut se servir aussi également des applications qui existent déjà au Cameroun. Et avant que je n'arrive en France, il y avait des startups qui travaillaient sur cette thématique-là. Donc, le but, c'est quoi? C'est des applications mobiles. Quand je positionne juste l'application sur une plante, l'application est capable de détecter quelle maladie la plante a ou même d'anticiper la maladie que la plante pourrait avoir et me suggérer en fait ce qu'il faut pour résoudre en termes d'engrais, en termes de, je sais pas, pesticides, des trucs. Donc, il te donne des conseils précis simplement en se basant sur l'image que tu as prise de ta plante ou de ton champ en fait. Donc, c'est des trucs pareils qui peuvent être faits. Même dans le domaine de la santé aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et vraiment des choses simples, pas des choses de la lune et tout. Par exemple, un système de réservation de rendez-vous chez le médecin. Ça, beaucoup de pays en Afrique subsaharienne n'en ont pas. Les rendez-vous, ça se passe comment? C'est encore vraiment dans l'informel. Il faut se lever à 5 heures, surtout des médecins qui sont très réputés, qui ont un bon horaire. Il faut se lever à 5 heures, parfois à 4 heures, pour espérer être parmi les 10 premières personnes qui seront reçues. Sinon, c'est mort, tu ne seras pas reçu. Pourtant, un bon système de réservation, tu as bien mis en place. Je réserve de chez moi, j'ai mon numéro, j'ai l'heure indiquée, je sais que je quitte de chez moi à 11 heures parce que je suis dans la tranche de 11 heures. C'est bon, c'est propre, c'est tranquille. D'accord. Bon. Ce que tu dis est très simple. Mais est-ce que on se plaint souvent que les ingénieurs africains ne travaillent pas parce qu'il y a des problèmes simples du quotidien dont on n'a pas les solutions. Est-ce que c'est l'environnement qui ne leur permet pas ou c'est eux qui sont pas assez actifs? On y répondra peut-être à une autre occasion. C'est une bonne question, ouais. C'est une bonne question. Est-ce que les gens n'osent pas? Les gens osent. Mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a l'un des facteurs aussi, d'abord, c'est les mentalités. Parce que quand tu vas aller dans certains pays que je connais très bien en Afrique, tu vas dire à quelqu'un, bon, voici, il va te dire que mon frère, tu sais quoi, nous, on veut d'abord, c'est qu'on va manger. Lui, il a d'abord faim. Tu vois, donc, du coup, tu vas lui dire que frère, il y a une application mobile pour prendre les rendez-vous. Déjà, il va te dire qu'il n'est pas malade tout le temps.
ton truc c'est bien beau, mais ce sera pour plus tard. Ou je n'ai même pas de téléphone, je n'ai même pas de téléphone pour décharger ton application. Ou il te dit qu'il se connecte pas très fréquemment, il se connecte rarement parce que c'est cher, tu vois. Donc il faut redéfinir, j'ai envie de dire, une politique de déploiement de l'informatique en Afrique parce que les contextes ne sont pas les mêmes, les gens n'ont pas les mêmes problèmes, ils ne sont pas outillés de la même façon. Aujourd'hui, on peut lancer une application qui demande un tel niveau de support au niveau des appareils électroniques que la majorité n'a pas forcément en Afrique. Donc c'est peut-être forcément plus compliqué pour un ingénieur africain de se déployer. Mais il y a des gens qui arrivent à... Il y a des gens qui arrivent et ça, il faut leur saluer, il faut tirer un coup de Enfin, je crois que tu en sais un peu plus sur le domaine. À une autre occasion, tu nous en diras. Donc pour sortir, aujourd'hui, un adolescent qui voudrait être dans le domaine, quel doit être son parcours? Est-ce que toi, tu as fait la C, la D, après tu as fait quel genre d'école, tu as fait physique, tu as fait sciences, tu as fait quoi pour arriver à ce niveau-là aujourd'hui? Bon, moi, j'ai fait C. Moi, j'ai un baccalauréat C. Bon, moi, j'étais réputé pour être un passionné des mathématiques. Après, je suis allé dans une école polytechnique, je suis ingénieur à la base. Mais est-ce que c'est ça? Bon, peut-être il faut que je raconte cette anecdote, c'est que moi, à la base, je ne suis pas formé dans le logiciel. Oui, oui, moi, à la base, je suis ingénieur en robotique, option intelligence artificielle et vision. Donc, c'est pourquoi quand tu me parles de la mécanique, je comprends, parce que j'ai suivi des cours dessus, sur le calcul de structure et autres. Si tu me parles, par exemple, de l'électronique, je comprends. J'ai fait des plaques, là, les typons, la machine et tout, pour les projets académiques. Et si tu me parles toujours même de tout ce qui va être vision par ordinateur, comment est-ce qu'on peut connecter des caméras, analyser des images, savoir s'il y a une intrusion, ce genre de choses, c'est des projets qu'on fait. Ça, c'est ma formation. Mais maintenant, après, moi, je me retrouve dans le génie logiciel, proprement du sens stricto sensu du terme, pour une seule raison. La raison, c'était que j'étais passionné, en fait. J'étais passionné et j'ai rencontré un enseignant que je salue au passage. Je partagerai l'interview avec lui. Il est aujourd'hui au Canada, Monsieur Tawamba. J'ai rencontré un enseignant aussi passionné et qui était toujours prêt à accompagner la jeune génération, toujours prêt à tendre la main aux plus jeunes. C'est lui qui m'a vraiment encore motivé à persévérer dans ça, en fait. Donc, je fais 4e année quand je développe vraiment cette véritable passion où je commence à apprendre le Java de manière approfondie. Et dernier ça, j'obtiens quelques petits jobs en parallèle et je me rends compte que on peut se faire des sous dans ça tout en suivant sa passion. C'est comme ça que le déclic se prononce en moi. J'ai aussi la chance d'avoir cet enseignant à côté de moi qui ne cesse de me dire, il y a telle nouvelle technologie, il faut que tu l'expérimentes. C'est lui qui me parle, par exemple, d'Angular pour la première fois. Angular, c'est un framework utilisé aujourd'hui, très utilisé aujourd'hui pour pour les applications front-end. Il me parle d'Angular pour la première fois, c'était en 2016, en fait. Tu vois, c'était encore les tout nouveaux, les tout débuts. Mais il faut aller fouiller. Et aujourd'hui, la plupart des grosses opportunités que j'ai eues, c'était grâce à Angular. C'était grâce à ce prof-là. Tu vois, donc et Angular, ça ne faisait pas partie de mon cursus. Parce qu'en tant qu'ingénieur en robotique, moi, j'étais dans la commande des robots, les visions par ordinateur, l'IA, machin, mais pas trop. Bon, on faisait des cours de programmation, on a programmé en C, C++, en Java, mais on n'a pas, par exemple, fait un cours sur l'Angular comme quelqu'un qui fait génie logiciel à l'école aurait fait, en fait. Mais il m'a pas dit ça. Je faisais 4e année, 2016. Directement, dès qu'il m'en parle, je me dis, bah, c'est quoi ce truc que je veux voir? C'est comme ça que j'arrive, je regarde les premières vidéos, les tutoriels. Ça me plaît, ça me passionne, j'ai mis mais, et c'est parti, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis certifié de niveau 3. C'est le dernier niveau de certification qu'on peut avoir là-dessus. Donc, c'était pour te dire simplement que, en fait, il y a beaucoup de passion, en fait, qu'il faut, et, et vouloir. Bon, ça, c'est vrai que vouloir, ça va rejoindre la passion. Donc, je résumerai à dire que c'est simplement la passion. L'école, c'est important dans la mesure où ça donne l'ouverture d'esprit. Parce que quand même, quand tu as une bonne compréhension, parce que tout ce qu'on va faire là, c'est le français. Tout c'est le français. Même les mathématiques, c'est le français. Si tu ne comprends pas le français, tu ne peux pas t'en sortir dans les sciences. Dans les sciences exactes, tu ne peux pas, c'est la base. Donc, avec même quelqu'un qui a un bac A, déjà même aujourd'hui à l'école polytechnique, dernièrement, j'ai vu, ils ont ouvert des filières pour les bac A, hein. Oui, les bac A font le concours de polytechnique du Cameroun aujourd'hui. Ils appellent ça les humanités numériques et tout. Bon, c'est pas forcément pour aller coder, mais ça a trait quand même toujours au numérique. Donc, je disais vraiment, c'est la passion. Il faut être passionné, il faut vouloir le faire et travailler sans relâche, travailler, parce que c'est très exigeant en fait. L'école, c'est un plus pour ceux qui ont pu fréquenter, pour ceux qui ont
une bonne faculté de compréhension, pour ceux qui ont une bonne capacité de synthèse d'analyse, l'école, ça va leur aider. Mais même sans école, si on est passionné, si on va au bout, on a le travail acharné, les portes sont ouvertes. Et surtout que ça évolue beaucoup comparativement à un domaine comme la mécanique, par exemple, qui est statique depuis plusieurs années. L'informatique évolue tout le D'ici temps. 2 ans, ce qu'on fait aujourd'hui, ça aura changé. Parce que d'ici 2 ans, il y a un gars qui va écrire un livre dans sa chambre, quelque part aux États-Unis. Il va bouleverser, il va bouleverser le truc. Et toute l'industrie va se verser dessus. Et on va te dire, c'est maintenant ça le framework à la mode. Si tu utilises pas, bah, t'es pas employable, quoi. Bah, c'est ça. Donc, c'est pas fait pour les paresseux. Non, non, il faut toujours être en train d'apprendre. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la passion, parce que sinon tu vas te décourager. Tu vas signer le premier contrat ou avoir la chance de gagner le premier marché de développement d'une app, je sais pas, peut-être à 5 millions de francs CFA. Bon, c'est près de 7 000 euros. Tu vas te dire que tu as atteint la lune. Et c'est comme ça, pratiquement 3 ans après, tu n'as plus appris, tu ne t'es plus mis à jour, tu es obsolète. Et les 5 millions, ça finit très vite, hein. Tu es obsolète. J'aime bien le terme. Ouais. Ok. Donc, pour poursuivre, Caméra Ichi de Mbeng, Nkutano, c'est quoi? Ah ouais, c'est une bonne question. Merci pour le clin d'œil. Je partagerai avec Kamera Eti l'interview aussi. Bon, Kamera Eti, c'est un rassemblement des Camerounais qui font, c'est l'un des rassemblements parce qu'on n'a pas la prétention d'être les seuls, hein, où il y a peut-être, je sais pas, d'autres sous d'autres ceux qui ont essayé avant nous, quoi. Mais de ce que je sache, quand même, on a été les pionniers. Bon, permettez-moi de faire un peu de marketing. Voilà. Donc, donc c'est ça. Donc, Karaïti, c'est un rassemblement des ingénieurs de la diaspora qui font principalement dans ce que tu as appelé l'IT, bon, ou l'informatique de manière générale, quoi. Le but, il est très simple, hein, de constituer un réseau, parce qu'on s'est dit que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va loin. Et si on constitue un réseau, à coup sûr, c'est toujours plus efficace lorsque on parle en groupe. Parce que si je parle seul, ma voix, elle ne pèse pas. Mais si c'est le collectif, si c'est le groupe qui parle, on a plus d'impact, en fait. Et quand je dis parler ensemble, parler en groupe, c'est faire aussi des initiatives communes, faire des initiatives ensemble. Aller, par exemple, dans des établissements, dans les écoles polytechniques, dans les UT ou même dans les facultés classiques, essayer de susciter, en fait, chez les jeunes apprenants, cette envie, cette passion-là. Parce qu'on est convaincu que on a besoin des chercheurs, on a besoin des ingénieurs dans tous les domaines, c'est la réalité. Le Cameroun aujourd'hui ne forme même pas 2000 ingénieurs par an. Pourtant, le Japon, si mes souvenirs sont bons, en 2022, le Japon était à près de 160 000 ingénieurs formés par an. Tu vois qu'il n'y a même pas le ratio, il n'y a pas match, en fait. Et les gens m'ont dit que former pour travailler, mais moi, je dirais, il faut former, en fait. Parce que il faut que ces ingénieurs-là, voilà. Exactement, voilà, qu'ils soient prêts pour les défis de demain. Mais aussi, en parallèle, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand on va atteindre la masse critique, les entreprises ne pourront plus recruter. Et du coup, ces ingénieurs auront faim. Quand ils auront faim, ils vont réfléchir. On réfléchit mieux quand on est dans la difficulté. Franchement, tu vas trouver, ils vont trouver des astuces, des passerelles et tout, des produits innovants. Ils vont nous produire des trucs. Et c'est comme ça que l'Afrique sera comme la Chine. Moi, j'ai l'un de mes parents, en fait, qui a visité mes parents, parce que j'ai aussi un background académique, hein. J'ai failli aussi me retrouver dans, voilà, dans l'enseignement, purement dans l'académie. Mais bon, les circonstances ont fait que je suspende d'abord. Peut-être plus tard, j'y reviens dans ce monde-là. Moi, j'ai un de mes parents académiques, en fait, qui était en Chine. Et il était surpris qu'il arrive en Chine dans une zone comme, par exemple, bon, pour ceux qui sont au Cameroun, une zone comme, par exemple, le marché Kouloulou ou le marché central. Bon, pour ceux qui sont en France, disons, une zone comme, par exemple, Châtelet et tout. Tu vois, c'est des ingénieurs chinois qui sont là, à même le sol, derrière des tables et tout, sur des tabourets. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montent des téléphones, ils dépannent, ils font tout ce que tu peux imaginer sur le téléphone. Si tu veux, si l'iPhone 15 sort à 8 heures, 17 heures, ils ont compris déjà le mécanisme, ils te proposent un fake iPhone 16. C'est pas, on fait pas l'apologie de la copie illicite et tout, non, pas du tout. Mais c'est rien que, c'est une forme de démonstration de force, en fait. Parce que quand il y a déjà ce genre de pôle dans un pays, on comprend qu'il faut se méfier de ce pays-là. Parce qu'ils ont atteint des niveaux vraiment, vraiment avancés dans la tech. Tu vois, et ça, pour atteindre cette masse critique, là, ce niveau-là, il faut former. Il faut beaucoup d'écoles polytechniques. Il faut beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Il faut que les privés aussi, les particuliers, ils mettent de leur main. Donc, du coup, dans nous, chez Camer,
Bon, c'est vrai que j'ai un peu dévié avec tellement l'exemple était intéressant. Bon, c'est nous chez Camera IT, donc notre rôle en fait, c'est d'essayer autant que faire ce peu quand les moyens se présentent en fait, d'accompagner ces dynamiques-là et aussi vulgariser à notre façon tout ce qui aura trait à l'IT. Et pour vulgariser justement, nous avons pensé à mettre sur pied la conférence en ligne Kutano. Kutano, c'est en Swahili, ça veut dire rencontre. La première édition, elle a eu lieu l'année dernière en ligne avec plus de 100 participants connectés en direct. Et la deuxième édition se prépare très activement. Bon, la date officielle sera annoncée cette fin de semaine. Bon, on est encore en pourparlers pour caler la date définitive, mais cette fin de semaine déjà sur nos réseaux, que ce soit sur la page de Caméra IT, que ce soit sur la page de Kutano, peut-être même vous aussi, vous allez relayer la date officielle, on va vous la communiquer aussi également. Donc, ça sera connu et potentiellement cette deuxième édition encore, je dis bien potentiellement parce que c'est pas encore définitivement sûr, potentiellement elle se déroulera en ligne, mais dans le meilleur des cas, ce sera un modèle hybride. Donc, en gros, en présentiel à Douala au Cameroun et en ligne aussi. Donc, le but vraiment, c'est, comme j'expliquais, et on a des speakers qui viennent partager avec nous. Un speaker, c'est simplement quelqu'un qui a un talk, quoi, qui a un truc à dire, qui a un truc à partager dans le domaine, dans l'un des domaines, de la conférence, l'ingénierie logicielle, le cloud, l'IA, l'échange de données. Donc, on a des speakers qui viennent partager sur cette thématique-là et aussi des startups, des jeunes entrepreneurs, des concepteurs de produits innovants qui viennent partager avec nous ce qu'ils font, leur savoir-faire, leur faire savoir. Bon, parfois, ça peut déboucher sur les partenariats. Bon, en quelque sorte, faire aussi du réseautage, quoi. Donc, c'est ça l'idée, en fait, derrière. D'accord. D'accord. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui sont passionnés, ceux qui voudraient savoir quelles sont les nouvelles opportunités dans le domaine de l'IT aujourd'hui, eh ben, vous avez le team, donc la conférence Kutano, qui se déroulera l'année prochaine, normalement au début d'année, en janvier, voilà. Donc on aura la date officielle la semaine prochaine, vous aurez la fiche qui sera publiée sur la chaîne, donc restez scotchés. Aujourd'hui, comment on fait pour rejoindre Camera HTC? Je crois que c'est une association ouverte à à tous les bénévoles qui auraient des choses à faire, à partager, voilà. Donc comment on fait pour rejoindre? Est-ce que vous avez un espace membre, un lien? Ouais, Comment ça se ouais, passe? bon, je vais peut-être envoyer ça, mais en gros, si vous êtes dans le secteur de l'IT, on a des canaux, on a des groupes WhatsApp et des groupes Telegram. Voilà, c'est principalement dans ces groupes-là que l'essentiel des échanges se déroule. Mais aussi, on a une page LinkedIn qui de plus en plus est déjà suivie. Bon, il y a déjà plus de 500 membres. Donc voilà, sur la page LinkedIn aussi, de temps à autre, on va partager des informations, même sur la conférence qu'on va mettre. D'accord. Donc, on vous mettra tous les liens en description pour ceux qui seront certainement intéressés parce que c'est très intéressant. Même moi qui ne suis pas du domaine, je crois que je vais m'abonner. Donc là, on termine la première partie. Enfin, je l'ai pas dit, j'aurais dû le dire. Il y aura deux parties avec Yvon aujourd'hui. La première sur laquelle on a un petit peu prêché l'IT. Et une seconde sur laquelle on sera un peu plus pragmatique. On va parler de productivité. Donc, comment est-ce que l'informatique peut être utilisée aujourd'hui en 2025 pour augmenter sa productivité au travail, dans ses activités quotidiennes, dans ses projets. Et on le verra en deuxième partie. Donc, rendez-vous dimanche prochain.